McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Les chiffres sont alarmants. 24 féminicides en moins de 5 ans, plus de 5704 violences domestiques recensées l'an dernier. Et ce ne serait que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup de victimes choisissent encore de se taire ou se rétractent après avoir demandé de l'aide. Le ministère de l'Égalité des Genres décidé à renverser la tendance. Disparition en mer, toujours aucune trace de Tarek Narod. Ce jeune de 28 ans a disparu depuis le 6 juillet dernier alors qu'il faisait du kitesurf au large du Morne. Mais ce mardi, un nouvel élément relance les recherches. Sa voile a été retrouvée à 8,5 milles nautiques du port. La colère sociale continue de gronder. Au cœur des tensions, la réforme de la pension de vieillesse. Après 10 jours de grève de la faim, Dave Kisundoyal a mis fin à son action ce matin. Mais il prévient, son combat n'est pas terminé. Les Jeux intercollèges continuent de révéler de nouveaux talents. Pour cette deuxième journée, le football scolaire confirme son rôle de tremplin. Des jeunes qui rêvent déjà de passer des terrains de collège aux pelouses des pros. Ce soir, on vous emmène là où naissent peut-être les futurs cracks. Depuis plus d'un an, il agit loin des projecteurs dans une zone marquée par la guerre et l'urgence humanitaire. Abdul Nasser Osenali, un Mauricien, œuvre à la frontière de Gaza au service des populations civiles. Un engagement humanitaire fort mené dans des conditions extrêmes. 24 féminicides en moins de 5 ans, plus de 5700 cas de violences domestiques enregistrés rien que l'an dernier. Un chiffre qui est sans doute bien inférieur à la réalité. Des victimes qui ne signalent pas les faits. Au Parlement, d'anciennes ministres de l'égalité des genres concédaient que souvent les victimes se rétractaient après avoir cherché l'assistance des autorités. Conscient de cette situation, le ministère prône aujourd'hui plus de proximité avec la communauté à travers des Empowerment Programs. Dinesh Siari. Décentraliser ses services, c'est ainsi que le ministère entend prévenir la violence domestique, avec un accompagnement taillé sur mesure selon la nature des cas. De trouver public un peu hésité pour venir vers nous. Donc, nous disons, nous bien comprendre l'individu même. L'individu dans une estime de soi, nous avons en compte, nous connaissons qui nous valorise. On n'est pas là pour pointer du doigt. C'est-à-dire, il y a tout un système autour de lui, capable de faire des affaires qui fatiguent lui, et il peut vivre en conflit avec ce partenaire, ou bien, financièrement, il vraiment dans une situation pas possible, ou bien les enfants peuvent faire tellement mauvais. Là, à ce moment-là, s'il faut référer, nous référer. Si nous, nous pour prendre en considération nous-mêmes, nous suivre pas à pas. Si nous pour référer un psychologue aussi, nous donne aussi des petits outils. Nous avons une petite session thérapeutique qui, là, pour le moment, on appelle ça Qigong. Donc, nous donnons des outils comment, quand dans un moment de stress, comment pour faire. Une assistance offerte en toute confidentialité. Quand je viens côté nous là, et nous pouvons écouter bien sûr, et quand nous pouvons analyser le cas, nous demandons d'abord, est-ce que vous voulez qu'il me trouve qu'on a tel souci, vous voulez me référer à telle institution, donc à ce moment, moi je dis oui, nous faire une référence forme, comment nous dire, et ça dirait c'est que nous là, puis n'a pas aucune place, sauf la personne quand il pourra aller. Un accompagnement dont on pouvait bien se passer, avec un meilleur contrôle de soi. Il est important de nous prendre conscience, nous l'état d'âme, et quand on est en conflit, et pour nous éviter dérapage. Mais si nous pas prendre conscience, ne pas réaliser l'émotion qui fait ça, mais là c'est la catastrophe. Parce que souvent nous trouvons beaucoup d'agresseurs quand on finit faire l'acte, quand on finit passer à l'acte, qui total regretté à aussi connaît. Donc on pense que c'est important qui dit moun prend conscience, connaît comment pour gérer l'émotion et qui l'émotion, qui chose qui trigger de l'émotion pour arriver à être en colère, arriver à crier, arriver à faire un acte qu'ils ne pas à voudrait faire. La violence domestique, autre fléau social dont la réponse résiderait en une compréhension mutuelle et surtout une meilleure gestion de ses émotions. Violence gratuite, règlement de compte ou montée aux extrêmes d'un simple conflit. À Plaine Verte, une femme de 34 ans a été agressée à coups de sabre en pleine rue devant la maison de sa mère. Son frère a également été blessé dans un second épisode de violence quelques minutes plus tard. Une enquête pour tentative de meurtre est en cours. Au retour sur cette nuit de tension avec Mima Omir et Anouk Doukia. C'est une scène d'une extrême violence qui s'est déroulée dans la nuit du 5 au 6 juillet à Plaine Verte. Aux alentours de minuit,
Zainab Tegali Vavra, 34 ans, se rend chez sa mère rue Corps-des-Gardes. En arrivant, elle aperçoit un attroupement devant la maison familiale. Elle descend de son véhicule pour demander des explications, mais très vite, la situation dégénère. Mon frère et ce camarade, il a un problème, il prend un casse prêté. Ce frère, il rentre en contact avec mon frère pour venir pour un arrangement. Quand mon frère et mon maman, ils ont un jeune, ça cela. Et quand par un événement là, la famille se met une station. Ça coûte quand il trouve mon frère, il provoque mon frère, il dit une insulte, il a envoyé un message mon frère. Mon frère, il évite le maximum possible. Peu après, un homme, armé d'un sabre, la frappe violemment à la tête. Elle s'effondre, blessée au crâne. Conduite à l'hôpital Dr Jitu, elle est soignée pour une plaie sur le côté gauche de la tête, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Selon la plaignante, quelques heures plus tard, le même homme est revenu accompagné d'une vingtaine de personnes armées. Une deuxième agression éclate, cette fois devant le domicile du frère de la victime. Le 6, quand mon frère est sorti la prière, mon frère trouve un troupeau du monde qui vient vers lui. C'est une vie du monde plus beaucoup. Moi, je me suis séparé pour la foule du monde. C'est madame qui attrape moi et c'est madame qui dit Gaëli, battez. Il commence à taper moi la tête. Il tape moi plusieurs fois. Comme il réouvert mon déchet, je me trouve peine à personne, je finis sauvé. Je me trouve monsieur qui est parti trop loin, je me senti un salaire la tête du coup. Comme je passe mon armée, je me trouve plein de sang dans mon armée. Voilà, si c'était un amènement l'hôpital, je gagne mon traitement. 12 points dans ma tête, des coups de 6. Je prends une forme 58 aussi. Je vais une station, je mets une entrée. Et là, fait 10 jours, je vais rester avec ma maman. Je ne peux pas avoir même la case de moi. Je vais vivre avec la paix, je vais attendre que la police prenne action. Les suspects auraient utilisé des matraques télescopiques et d'autres objets pour les frapper. Son frère a été blessé au bras et à l'épaule. La police traite cette affaire comme une tentative de meurtre. La voile de Tarek Narod retrouvée ce mardi à 8,5 milles nautiques du port. Le jeune homme, 28 ans, est porté disparu depuis le 6 juillet dernier. Il faisait du kitesurf au large du Morne. La voile a été formellement identifiée cet après-midi par ses proches. Les recherches se poursuivent. Selon son frère Adel, Tarek aurait pu faire face à un problème technique. Mimaomi, Marc Pierre. C'est une découverte qui relance l'espoir, mais aussi l'inquiétude. La voile de Tarek Narod a été retrouvée ce mardi à 8,5 milles nautiques du port, en pleine mer. Ce jeune habitant de Beaubassin, âgé de 28 ans, est porté disparu depuis le 6 juillet dernier, alors qu'il pratiquait du kitesurfing au large du Morne. Les proches ont formellement identifié la voile cet après-midi. Nos réactions pour l'instant, c'est qu'ils nous contents qu'ils réussissent à gagner au moins un kite, un matériel, et dire nous un peu plus sur les possibles scénarios. Comme kite là, tiens endommagé, évidemment, Tarek gagne un problème là au et qu'il est possiblement encore 10 avec ce planche. Vu qu'il y fait plus qu'une semaine, est-ce qu'il est pas là? Vous pensez qu'il a une chance bien maigre. Sans cela, il diminue avec le temps, surtout dans la mer. Nous aussi bien connaissons l'outcome là. Et du fait qu'il n'est pas tenu à ce kite à lui, il diminue ses chances encore plus. Une semaine et 2 jours sans eau potentiellement et sans nourriture, ça rend compliqué de retrouver. Pour sa famille, l'hypothèse d'un problème technique semble la plus plausible. Quelque chose à ajouter. Toujours merci beaucoup à tous les volontaires pour leur participation. Grâce à ce soutien-là, nous avons réussi à maintenir nos morales. Aujourd'hui, il est un peu plus facile pour nous pour accepter peu importe qui outcome qui nous peut gagner aujourd'hui. Moi et la famille, nous remercions eux très chaleureusement et nous très reconnaissants envers tout le monde qui participait. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent. Les proches de Tarek Narod espèrent toujours un dénouement heureux. Moins de 4% d'inflation cette année, c'est la prévision avancée par le Premier ministre Navin Ramgoolam ce matin au Parlement. Il répondait à la Private Notice Question de Joe Lejongar, axée sur l'inflation et la dépréciation de la roupie. Le chef du gouvernement n'a pas mâché ses mots. Il a une nouvelle fois dénoncé ce qu'il appelle la gestion économique calamiteuse du précédent régime. Il a pointé du doigt l'injection de 180 milliards de roupies via la Mauritius Investment Corporation, une somme qui, selon lui, a provoqué un excès de liquidité sur le marché. Compte rendu, Alvin Sangili. Le taux d'inflation pour 2025 devrait rester sous la barre des 4%.
Une prévision avancée ce matin dans un contexte économique toujours tendu. La situation de la roupie face au dollar, mais aussi la hausse des prix, était au cœur des débats. They relied excessively on money printing to finance the budget deficit. The Bank of Mauritius injected a total amount of 180 billion rupees into the banking system to fund government spending and finance the Mauritius Investment Corporation. This, Mr. Deputy Speaker, added massively to the excess liquidity that in turn contributed to the high levels of inflation. And we experienced this significant depreciation of the rupee. The excess liquidity was at an all-time high of around 90 billion rupees in August 2023. The massive amount of excess liquidity in the system and the very, I could say, accommodating monetary policy stance of the Bank of Mauritius led to wide interest rate differentials between instruments dominated in rupees compared to those denominated in US dollars. Autre sujet évoqué, l'injection de 180 milliards de roupies par la Mauritius Investment Corporation, une opération qui aurait provoqué un excès de liquidité sur le marché financier. Members doesn't seem to realize what mess they made for the 10 years. This is what we are correcting, my dear friend. You can't. What you're saying, l'honorable veut le beurre, l'argent du beurre, la vache et la femme du fermier aussi. La séance s'est achevée sur une note plus légère avec une boutade adressée à Adrien Duval qui a fait sourire une partie de l'hémicycle. Et pendant que le gouvernement tente de rassurer sur le front économique, la colère sociale, elle, continue de gronder. Un exemple, la réforme de la pension de vieillesse qui reste au cœur des crispations. Après 10 jours de grève de la faim, Dave Kisundoyal a mis fin à son action ce matin. Mais il prévient, son combat n'est pas terminé. Arissa Pirali. 10 jours de grève de la faim pour faire entendre son cri d'alerte. Ce matin, Dave Kisundoyal a finalement accepté de mettre fin à son action sur avis médical. Face à la presse, il a insisté, il n'est ni un agent du MSM, ni celui d'un autre parti politique. Je ne suis pas dans aucun parti politique, et ça, il précise bien, parce qu'il va dire, quand vous venez taxer moi, qui me peut faire le jeu du MSM, ça, il est totalement fausse. Je dis qui fait les fausses, parce que, quand on peut dire combattre, mais quand nous disons des réformes viennent depuis là-haut, les peut target, tout le monde politicien, qui dans le gouvernement, qui dans l'opposition, qui soit MSM, qui soit travaillistes, qui soit PMSD, qui soit MMM, tout politicien qui d'accord, qui réforme, qui soit je peux bénéficier pension parlementaire et soit je d'accord avec pension parlementaire, je peux combattre tout, y compris le MSM de Pravin Jagnnath. Son combat, dit-il, est celui des Mauriciens ordinaires pour qui la vie devient chaque jour plus difficile. Il estime que toute réforme des retraites doit d'abord concerner les députés eux-mêmes avant d'imposer le passage de la pension de 60 à 65 ans. Mon critique est claire. Si le gouvernement a envie d'amener une réforme, les besoins commencent par là-haut. Les besoins commencent réforme par une pension. Commence par là-haut, les là nous étions en bas, qui fait tous les vulnérables. Commence par une pension parlementaire. Je commencé par là-haut, je tenais à 60-0, je tenais à full majorité. Je tenais faire tout, mais commencer, faire un modèle, faire venir un modèle de gouvernance. Commence par là-haut, n'est plus tous ça en bas là, n'est plus tous dignité ça en bas là. Mais pour le gouvernement, la réforme des retraites est inévitable. Le Premier ministre l'a encore répété ce mardi lors de la séance de la Prime Minister's Question Time. Selon Navin Ramgoolam, sans réforme fiscale, le paiement de la pension dans les années à venir est menacé. Il rappelle que la dette publique a doublé en 10 ans, passant de 238 milliards de roupies en 2014 à 608 milliards de roupies en 2024. We had no option, Mr. Deputy Speaker, we had no option to act responsibly and come up with a fiscal consolidation plan. Without the implementation of these measures, public sector debt would have spiraled out of control, and they would have had severe repercussions on the public finances, also on the broader economy.
and on the well-being of the population, including, I tell people who don't realize, including no pension to anyone in the coming decades if we don't do anything now. Not even 60, nobody would get pensions. Deux visions qui s'affrontent. D'un côté, la défense d'un système de pension accessible à tous. De l'autre côté, la nécessité de préserver la soutenabilité des finances publiques. Après les revendications sociales, place maintenant à une autre polémique, celle de l'argent distribué en coulisses, le dispositif du Reward Money. Censé récompenser les informateurs ou encourager certaines opérations policières, soulève des doutes. Des sommes colossales ont été déboursées en quelques mois. Le système sera bientôt repensé. Roukaya Korimbokas-Rafik nous explique. Le Reward Money, c'est ce système de récompense financière destiné à rémunérer les informateurs ou à encourager certaines actions policières. Son objectif initial, faciliter les enquêtes et la lutte contre la criminalité. Mais entre juillet et octobre 2024, les montants versés ont explosé. En juillet 2024, 4,5 millions de roupies ont été déboursés pour récompenser des informateurs. Puis, en seulement 2 mois, entre septembre et octobre 2024, ce sont 50 millions de roupies supplémentaires qui ont été distribuées. Une somme record qui soulève aujourd'hui des questions. Comment ces primes ont-elles été allouées? Selon quels critères? Et à qui exactement? Face à ces interrogations, les autorités prévoient désormais de revoir l'ensemble du système avec la mise en place d'un nouveau mécanisme de contrôle. L'objectif, garantir plus de transparence et éviter les dérives. Autre sujet d'inquiétude, le comportement des plus jeunes. Depuis le début de l'année, 440 cas d'enfants en difficulté ont été recensés, des chiffres qui posent la question de l'encadrement, de la prévention et du soutien familial. Amnam Dounourzaï. Entre janvier et juin 2025, 440 cas d'enfants présentant des troubles du comportement ont été recensés à Maurice. Parmi eux, 302 cas classés comme mild behavioral concerns ont nécessité un accompagnement psychologique pour l'enfant et ses parents. Les situations les plus graves, soit 138 cas de serious behavioral concerns, ont été référés au service de probation et d'encadrement parental. En parallèle, 28 enfants ont été placés sous le Child Mentoring Scheme, un programme de suivi individualisé. Des consultations sont actuellement en cours avec plusieurs acteurs du secteur social pour mettre en place une approche plus professionnelle et respectueuse des droits de l'enfant. Une refonte du centre de réhabilitation pour jeunes, le RYC, est également à l'étude. Mais tous les jeunes ne sont pas en difficulté. Certains brillent sur d'autres terrains. C'est le cas des collégiens qui ont participé aux Jeux Intercollèges 2025, une édition marquée par des finales de football très disputées, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Jenny Rabout, Elodie Domen. Les Jeux Intercollèges 2025 ont livré leur verdict en football. Dans la catégorie 18 à 20 ans, c'est le collège Boudjouari qui a décroché le titre. Une finale disputée face à John Kennedy College qui avait pourtant ouvert le score. Ludacris, la finale est dans la poche. On va ces auditeurs très contents. Oui, extrêmement content. Partie facile du tout. C'est marqué difficile avec beaucoup de hauts et de bas. Nous avons la discussion, nous tous dans l'équipe. C'est moi qui s'est monté. Au contraire, nous encaissons le premier goal. Nous n'avons pas baissé sa tête, mon frère. Tout le monde rentre à premier là. Après les restes, nous avons arrêté pour venir rentrer à premier là. On rentre tout ça. Du côté des 15-17 ans, garçons, le London College s'est imposé 3-0. Chez les filles, c'est le Bocage International School qui a été sacré. Pour Adjendo Rassami, coach au ministère de la Jeunesse et des Sports, cette édition a surtout été marquée par la découverte de nouveaux talents. Je pense que nous gagnons une très bonne assistance, premièrement, et surtout la participation de nos jeunes à travers cette compétition-là. Et pour nous, en tant que techniciens, nous trouvons qu'il y a beaucoup de talents. Et maintenant, nous faisons une détection. Il y a beaucoup de coachs qui viennent faire une détection. Et je pense qu'avec ça, peut-être que l'année prochaine, ça motive beaucoup de jeunes encore pour qu'ils viennent vers le football et surtout intercollège. Ces Jeux intercollèges confirment une chose, le football scolaire reste une véritable pépinière de champions pour les années à venir. Les prochaines éditions seront scrutées de près, tant par les recruteurs que par les passionnés de ballon rond.
Changer le monde, ce n'est pas toujours sur un terrain de sport. Pour certains, le combat se joue ailleurs, là où l'urgence est humanitaire. À la frontière de Gaza, un Mauricien, Abdul Nasser Osenali, agit depuis plus d'1 an dans des conditions extrêmes au service des populations civiles. Extrait de son entretien. Il y a beaucoup de difficultés, même avec un bombardement agressif qui peut faire par l'armée IDF, tant bien que mal, et nous pouvons réussir à faire beaucoup humanitaire, rentrer avec beaucoup de difficultés. Une dizaine de bombes, imagine des tonnes de bombes, quand ça tombe, ça déferlement qu'il est fait là, c'est un gros cratère qui restait, nous trembler, sans qu'il nous trouve ce bâtiment-là, sans qu'il nous trouve ce l'écho qui est ici là, il déferlé. Capable pour trouver un bout de la toile ou un bout de jean par l'autre côté, mais l'écho, il disparaît. Dans mon destin, comment dire, pour sauver avec la paix là, mon habitué avec lui, je suis prêt pour affronter, pour un ceasefire qui encore peut débattre, pour une libération des Gaza, nous tout attendre ça, bizarre. Nous trouvons une personne qui a cessé manger, j'ai un coup de bombe, puis dans le matériel médical, quand l'Égypte recevait ça, les enfants-là, je être pris, free par le gouvernement de l'Égypte pour gagner un médical. Les forces syriennes ont envoyé des renforts hier dans la province méridionale de Soueïda pour tenter de mettre fin à des affrontements entre tribus bédouines, sunnites et combattants druzes qui ont fait au moins 89 morts en 2 jours. Reportage. تم إعداد خطة انتشار أمني من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع داخل محافظة السويداء، الغاية منها فرض هيبة القانون وفرض سلطان الدولة ونزع سلاح المجموعات المنفلتة الخارجة عن القانون والتي تعيث فسادا في محافظة السويداء. Et puis, vous le voyez sur ces images, la capsule Crew Dragon transportant 4 astronautes, dont le premier indien, le premier polonais et le premier hongrois, a séjourné dans l'ISS Amery au large de la Californie. La mission avait décollé le 25 juin pour une mission de 2 semaines et demie, au cours de laquelle l'équipage a mené une 60aine d'expériences scientifiques. Pour l'Inde, puissance spatiale montante, ce vol a constitué une étape clé vers sa première mission habitée indépendante prévue pour 2027. L'astronaute Shubhan Shukla a d'ailleurs échangé par vidéo avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Je vous retrouve après la pub.
Maurice pourrait bien être à la veille d'une crise énergétique. Le risque de blackout dès cet été est bien réel. Face à un réseau vieillissant, une production sous pression et une demande qui ne cesse de croître. Dans ce contexte tendu, nous accueillons aujourd'hui un expert en matière de transition énergétique et de développement durable, Sunil Dwarka Singh. Sunil Dwarka Singh, bonsoir et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir les auditeurs. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a un risque de blackout l'été prochain? Selon les chiffres qui peuvent avancer et par le gouvernement, le ministère des Utilités publiques, nous comprenons très probablement qu'il nous prenait un shortfall d'environ 90 MW d'énergie qui est causé par plusieurs facteurs. Et dans me penser dans ma unité de production en panne, et dans d'autres en servicing, etc. Donc oui, cette possibilité d'y exister si nous, selon les chiffres avancés par les autorités concernées. Alors justement, qui pousse l'impact économique s'il y a un blackout inévitable? Écoutez, un blackout, l'énergie aujourd'hui, tout tourne autour de l'énergie. Les industries, aujourd'hui, même nos parcs automobiles commencent à tourner autour de l'énergie. Tout ce qui nous appelle, toutes les fonctions de la société, les retrouve autour de l'énergie. Donc, l'IPO promène vraiment une grosse crise au sein du pays si nous passons dans une situation de blackout. Et moi, espérer que les autorités attrapent, comment dire, le taureau par les cornes et peuvent bien faire ce qu'ils peuvent bien faire. Sinon, effectivement, nous capables arrivent à ce stade de blackout. Alors, justement, pour un monde qui peut guetter nous et qui peut écouter nous, un blackout, qu'il y était exactement? Quand on peut cause blackout, c'est quoi? Un blackout, c'est-à-dire où est dépourvu de l'énergie. En tout système, nous avons un manquement de l'énergie, nous pas capable fournir, la CEB n'est pas capable de fournir l'énergie dans tous les coins du pays. Probablement, il peut être sélectif, probablement, il peut choisir quand il est capable de fournir l'énergie. C'est un petit peu en quelques mots, c'est ça la définition d'un blackout, c'est-à-dire où il y a un manque d'énergie dans l'autonomie réseau qui promène éventuellement certaines régions ou bien certains secteurs pour être dépourvus de l'électricité. Alors justement, d'ores et déjà, nous payons cause de délestage. Le ministre Ndjali lui-même nous passe par le délestage tout récemment. Alors ça aussi, il y a sur l'implication. Oui, non, définitivement, on connaît aujourd'hui ce qui se passe en l'île Maurice aujourd'hui, ça remonte un petit peu en 1997, quand nous décidons sur les recommandations de la Banque mondiale pour confier une bonne partie de nos productions énergétiques à le secteur privé, les IPPs. Et il ne fallait pas oublier qui ce contrat-là fin faire dans l'obscurité totale. C'est un contrat de très longue durée et qui nous pas comme même une modalité qui beaucoup peut-être in fine arrive à expiration. Et en faisant ainsi, nous relègue la CEB au deuxième plan. Au lieu que nous, comme un pays, comme un gouvernement, nous renforcions la CEB qui peut produire de l'énergie, mais aussi distribuer, nous mettons sur des nouveaux rails, nous préférons l'autre option que concède la production de l'énergie à des IPPs qui aujourd'hui nous trouvent sur conséquence. Sur conséquence, aujourd'hui, c'est la faillite de certains de nos IPPs qui mettent nous dans un état pareil. Ou donc, s'il y a une affaire de l'État qui contrôle la majorité de la production de l'énergétique, probablement la situation est un petit peu différente. Donc, nous relègue c'est que nous basculons la production, la grosse majorité, 50 à 60% dans le privé. Nous relègue la CEB au deuxième rang. Et puis, nous ici une cause, nous avons une faille par rapport à notre vision et notre stratégie énergétique. Pour réaliser la CEB, ils sont un plan stratégique depuis 2022. Après l'expiration de ce premier plan, il n'a pas fini de développer aucun plan stratégique. Il tient le Integrated Electricity Plan 2013 à 2022 et après ça, nous pas de temps de marier. Il fait un plan sur l'énergie renouvelable.
Donc, il y a un manquement à tous les niveaux. Il y a un manquement aussi au niveau de nos visions de l'énergie de demain. Est-ce que nos envies vraiment réalisent et réussir la transition énergétique qui nous mentionnait chez les chiffres sur papier? Alors justement, pourquoi c'est difficile à ce point-là, la transition énergétique? Moi, pour être honnête avec vous, ce sont les lobbies. Quand on a un market share qui est contrôlé par le privé, 50 à 60% de l'énergie, la production de l'énergie là, mais aucun producteur d'énergie n'a pas envie de perdre son market share. Si on bascule sur l'énergie renouvelable 20, 25, 30%, ben, effectivement, le share de l'énergie du secteur privé qui est produit par du charbon, il peut disparaître petit à petit. C'est un petit peu ça, c'est le jeu. Aujourd'hui, c'est un blocage à tous les niveaux pour qu'il nous réussisse une transition énergétique réelle et décentralisée. Décentralisée veut dire quoi? C'est qui nous, éventuellement, permettent à tous les opérateurs de l'île Maurice devenir un producteur d'énergie. C'est possible. Beaucoup de pays dans le monde, ils font la décentralisation, la transition énergétique à travers la décentralisation n'est pas difficile. Et malheureusement, l'île Maurice, ce n'est pas un choix qui nous peut faire. Même si vous guettez qui manière nous peut basculer sur l'énergie renouvelable, nous peut toujours basculer sur les grosses producteurs. Une compagnie qui peut venir produire 25-30 mégawatts. Donc, c'est pour l'île Maurice, pour une petite île comme l'île Maurice, ce qu'on appelle les Decentralized Renewable Energy System aurait été la meilleure des formules. Avec 28 jours de soleil, nous avons environ presque 280 jours de soleil par année. Donc, l'île Maurice est dans tous les atouts pour y faire cette transition. Et comme on dit, il y a un blocage à tous les niveaux, il y a un manque de vision, il y a un manque de volonté politique, mais aussi il y a cette collusion très probablement qui existait entre les producteurs d'énergie et les gouvernants qui empêchent cette transition. Je suis un peu franc, direct, mais c'est le cas, c'est la façon qui me trouve les choses. Et là, nous cause le powership, alors qui pas faire l'unanimité, ou qui ou la ville là? Écoutez, je finis de me la ville là. Le powership, c'est nous amène un bateau rempli de pollution. D'abord, il peut produire de l'énergie à travers du fossil fuel. Il peut venir à la rencontre même de tous nos engagements qui nous prennent dans Bangkok par rapport à la réduction des émissions de carbone et apporte ce coût financier qui est extrêmement fort. Il peut venir un désastre écologique pour l'île Maurice. Je pense que nous sommes capables de faire mieux que ça. Je pense qu'il y a des autres solutions qui nous sommes capables de faire et qui nous besoin, mais je ne trouve aucune pour réaliser l'énergie renouvelable dans nos systèmes et reculer d'année en année. En 2021, nous sommes 12,3% sur nos énergie mix. En 2022, nous sommes 10%. En 2023, nous sommes 9,8%. Et en 2024, le dernier statistique, si nous tombons un mois de cela, nous sommes 9,1%. Et donc, qui nous promet? Nous promettons 35% d'énergie renouvelable d'ici 2025. On bascule aux 40% en année 2030. Donc, tout ceci sur papier était très joli, mais est-ce qu'il nous filme les ressources, les énergies nécessaires pour réaliser cela? Non. Et là, D'abord, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il me pourrait se répéter, et on dirait au départ, c'est que nous avons un système vieillissant, nous avons un système de distribution vieillissante. Aujourd'hui, la tendance dans le monde, c'est qu'on appelle les decentralized grid systems, c'est-à-dire à l'île Maurice, nous avons un seul grid centralisé. C'est plus la formule. Et ça, grid-là, il y a une grid qui est saturée. Il demande que nous basculons sur le grid décentralisé, nous créer l'espace pour nous capables d'accueillir l'énergie renouvelable dessus. Donc, tout ça, il demande un gros investissement, il demande qui vraiment nous développe un plan stratégique, mais est-ce que la volonté politique est là? Me pose la grande question. Et là, le CEB peut possibilité pour aller vers une centrale mobile. Alors, est-ce que c'est une solution viable à court terme? Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont envie de faire. Et ces centrales mobiles, ce sera pour produire l'électricité, sûrement, encore une fois, par une source polluante. Mais si vraiment nous avons envie de basculer, nous c'est produire 90 mégawatts qui pour nous shortfall. Mais
au lieu qu'il nous perde le temps à faire une solution temporaire, il est très important probablement nous passe par un système décentralisé et il faut aussi bien avoir un kit aujourd'hui qui existait dans le monde. Il y a beaucoup de compagnies et nous faisons aller et je venus, je un kit, je suis connecté 100-200 la case assez rapidement avec le panneau solaire et tout ça est possible. Mais reste à savoir si nous avons envie de faire aller ou pas. Alors, une autre option qui à l'étude, le gaz naturel liquéfié comme source d'énergie intermédiaire. Alors, est-ce qu'il y a une contrainte technique ou financière qui est liée à ça? Le gaz, il reste quand même un produit du fossile. Hein? Donc, il n'est pas exactement cette énergie qui vraiment nous à la recherche de quand nous peut cause l'île Maurice de demain. Mais dans beaucoup de pays, il finit un stage de transition. Moi, pas dans les habilités pour venir dire si il y a une bonne source d'énergie ou pas. Mais beaucoup de pays font comme une source de transition. Et moi, à Maurice, mon père, quand nous cause source de transition, il y a une source permanente. Parce que cette marque de stratégie, marque de vision, est capable de venir là pour une éternité, et là, nous ne connaissons pas comment nous sortir. Et pour revenir à une transition à l'énergie renouvelable, donc nous pouvons, comme on peut dire, un recul. Alors, quelle stratégie concrètement nous sommes capables de mettre en place pour nous accélérer la transition énergétique? D'abord, nous avons un plan qui est développé en 2022 qui cause le Renewable Energy Roadmap. En 2022 à 2030, c'est un plan qui est approuvé. Mon pensée updaté, mais vous connaissez, vous faites un plan sur papier. L'important, c'est vous réalisez ce qui est dans le plan, mais c'est ça qui nous va pas réussir à faire. Est-ce qu'il y a un cartel du charbon qui peut empêcher ça de progresser? Est-ce que la volonté politique n'est pas là? Mais avec un gouvernement 60-0, moi, pensez tout est possible. La transition énergétique aujourd'hui est essentielle. Right? Et mon papa trouve aucune indication. Il est vrai qu'il nous fait une faillite depuis belle lurette mondiale. Ça remonte en 1997 pour moi. C'est à partir de là qu'il nous fait fini prendre une mauvaise direction. Mais les années passées, quand nous tenons une opportunité pour vraiment réfléchir et une affaire, mon papa comprend. Est-ce que la CEB n'a pas fait bonne projection? Il n'a pas connu ce demande combien pour venir? Il n'a pas connu si une demande peut venir autant, mais quand vous pensez à ça, mais toute cette provision, tout ce planning a été absent. Si vous regardez la faillite devant les 10 dernières années sur le plan énergétique, mais c'est une faillite totale. Nous ne trouvons pas sorti de concret. Nous ne trouvons pas réalisé. Nous trouvons pas un projet, même pas un projet renouvelable, qui prend un retard extraordinaire. Où vous réalisez une quantité de problèmes un promoteur peut gagner. Donc, et dans tout ceci, il y a un problème immense pour nous réussir une transition énergétique dans une situation pareille. Et définitivement, si nous avons envie de réussir, nous pensons que quelque part, tout le monde doit mettre la tête ensemble, parce que là, c'est une question, le pays, l'énergie du pays, et le progrès du pays, le développement du pays, tout peut bloquer. Si nous avons un manque d'énergie, nous pouvons un petit peu comme l'Afrique du Sud. Nous pourrons réaliser où l'Afrique du Sud aujourd'hui, les bizarre, progresse beaucoup plus rapidement qu'il était aujourd'hui, malgré parce qu'il y a une déficience énergétique extraordinaire. Et les autres pays peuvent venir pareil. Comme ça, tout un pays qui a une déficience énergétique, je récalé aussi dans le développement. Alors, pour finir, concrètement, Sunil Dorkasing, qui a une mesure urgente ou capable de recommander pour éviter un blackout tout en préparant stratégiquement la résilience énergétique à long terme? Bon, possiblement, la première des choses, c'est que nous bien commencer par économiser. Hein? Et c'est-à-dire, nous bien commencer nous-mêmes, tous les consommateurs de l'île Maurice, bien réaliser qu'il a, ils demandent un élan national, nous bien capables d'économiser l'énergie, servir quand bien, servir quand pas bien. Nous passons un petit peu sur aussi, la lampe qui est un petit peu plus économique, etc. Ça, c'est pas une mesure qui peut-être tout le monde ici prendre à ce niveau. Mais au niveau de policy making, il est très important qu'il y ait un comité d'urgence qui est mis sur pied pour qu'il y ait une option, qui banne des autres options beaucoup plus rapides qui existaient. Et là, nous visons taper un petit peu toutes les portes du possible.
L'Allemagne, c'est un pays qui n'a pas d'avance extraordinaire sur l'énergie renouvelable, comme on peut poser quitte. Moi, qui appartenir à l'organisation Greenpeace, qui est une compagnie qui aime de faire la transition énergétique. Il y a un kit qui est développé. Donc, il y a beaucoup de compagnies comme ça qui ont énormément de solutions ready-made qui sont probablement capables d'aider nous pour aller un petit peu sur le marché d'énergie. Mais tout ceci, comment me dire, il réside dans un plan holistique, il y a une vision, il y a un plan, il y a aussi là où était qui manière et qui priorité du pays. Mais tout ceci, ne pas trouvé au niveau de la CEB, même au niveau du gouvernement, on trouve un manquement terrible à ce niveau. Sunil Dwarka Singh, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.